Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Le Covid, c'était déjà il y a presque 4 ans. S'en est suivi la crise que nous avons connue. Nous sommes avec un invité aujourd'hui qui a pris des coups pendant toutes ces années. Un invité que tout le monde connaît, je pense, en France. Nous sommes avec l'ancien directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, professeur d'infectiologie et auteur notamment de sa biographie l'année dernière qui on en parlera, publier un autre livre cette année, il l'a annoncé ce mercredi. Nous sommes avec le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sur les réseaux, vous parlez aujourd'hui avec une grande liberté, vous parlez de politique, de santé, vous parlez parfois des objectifs financiers de l'industrie pharmaceutique qui ont notamment produit les vaccins. On va échanger aujourd'hui sur de nombreux sujets. J'aimerais d'abord revenir sur où en est l'affaire qui avait débuté en mai dernier, quand vous avez commencé par reposter une étude sur les 300 000, plus de 300 000 patients que vous avez soignés. Et vous avez de nouveau, l'automne dernier, si je me souviens bien, remis sous huissier les données, vos données, notamment sur plusieurs pays, même en Chine, pour vous aujourd'hui, vous êtes sûr de vos chiffres et vous les donnez publiquement. Vous aviez appelé chez nous, avec une interview avec Xavier Azalbert en novembre dernier, vous aviez dit que vous attendiez que l'ANSM et l'IGAS reprennent ces chiffres et fassent une étude. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez été contacté? Non, mais ils savent très très bien que tout ce qu'on dit est vrai, donc ils vont jamais venir le voir. Ce qui permet de continuer à calomnier les travaux qu'on a faits. Vous savez, c'est pas compliqué. Il y a eu différents types d'études. Nous, et en général, c'est ma nature. Moi, je ne parle que de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai étudié. Je ne parle pas du reste. Les études fantasques, que ce soit le Lancet Gate ou que ce soit ce nouveau Lancet Gate, ce sont des gens qui n'ont pas vu un malade, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont allés piocher dans les études qui voulaient, celles qui les intéressaient parce qu'elles allaient dans le sens de ce qu'ils racontaient, et qui sont des études qui sont des défis à ce que moi j'ai enseigné dans la médecine pendant 40 ans. Je vais vous dire, l'étude de base auquel s'est référé l'OMS, qui s'appelle l'étude Recovery, qui est une étude qui est faite par des Anglais qui sont des imbéciles. Ces gens-là ont utilisé pour l'hydroxychloroquine une dose de charge de 2,4 grammes par jour. Si vous demandez à notre ancien ministre, M. Braun, sa thèse, et moi je l'ai vu sa thèse et vous pouvez la voir sur internet, c'est juste parce que les journalistes ne sont pas curieux. Il dit la toxicité de l'hydroxychloroquine commence avec 2,5 grammes par jour. C'est-à-dire que Recovery a fait et fait valider une étude dans laquelle ils ont commencé par donner une dose toxique d'hydroxychloroquine. Quand vous prenez, si vous téléphonez au SAMU en disant j'ai pris 2,5 grammes d'hydroxychloroquine, on le dit tout de suite, venez aux urgences, on va vous faire un lavage d'estomac quand même. Donc la deuxième chose qu'ils ont faite, qui est surréaliste, c'est qu'ils ont dit pour inclure les malades, on n'a pas besoin d'avoir de confirmation diagnostique. Il suffit que le médecin pense que c'est un Covid. Tout ça, c'est écrit, il suffit de lire, mais personne ne lit. Spécialement les journalistes. En plus, il y en a beaucoup qui ne savent pas lire l'anglais. Il suffit de lire, voilà. Si le médecin pensait que c'était un Covid, on l'a inclus et on lui a donné une dose toxique d'hydroxychloroquine. Ça, c'est l'étude de référence. Mais c'est délirant. C'est délirant. Voilà. En France et l'OMS, donc moi, j'utilise l'hydroxychloroquine pour traiter 2 maladies pour lesquelles je suis une référence mondiale. Il n'y a pas un livre de maladies infectieuses dans le monde qui ne mentionne pas mon traitement par l'hydroxychloroquine de 600 mg par jour. Aucun. Pour ces 2 maladies, maladie de Whipple, fièvre Q, vous n'avez qu'à regarder, vous prenez n'importe quel livre international et vous prenez même le livre national de maladies infectieuses qui s'appelle le PILI, qui est écrit par tous les professeurs de maladies infectieuses. On dit, voilà, on donne 600 mg par jour pendant 1 an d'hydroxychloroquine. D'accord ?
et ils ne meurent pas. Ça fait 30 ans que je les soigne. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Les gens ne dosent même, les gens qui parlent de l'hydroxychloroquine ne dosaient même pas l'hydroxychloroquine. Moi, j'ai reçu des prélèvements du monde entier pour faire les dosages d'hydroxychloroquine parce que les gens ne le faisaient pas. Et donc, je connais parfaitement la dose, je sais exactement quelle est la concentration sérique quand on fait ça, et je le sais depuis 30 ans. C'est publié, tout ça, il n'y a qu'à le lire si on sait lire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui sait lire. Hein. Et en France, quand l'OMS a dit « Non mais quand même, les Chinois ont fait ça, il faut qu'on fasse un test », eux, au lieu de donner 4 fois la dose que moi je donne depuis 30 ans, ils ont donné les 2 tiers de la dose, c'est-à-dire ils ont donné 400 mg. D'accord ? Et ils ont dit « ça marche pas ». Et on ne sait même pas si eux ont fait les tests PCR, c'est marqué nulle part. Donc, je ne sais pas si vous voyez le niveau d'absence totale de professionnalisme de ces gens. C'est inouï, la médecine pratiquée comme ça dans des pays développés, mais c'est inouï. C'est juste incroyable. Donc moi, je ne discute pas avec eux. Nous, tous nos malades ont une PCR, tous nos malades ont été suivis. Pendant toute la première partie, on a fait des dosages d'hydroxychloroquine pour savoir en combien de temps on avait la dose qui était efficace par rapport à ce que nous avions testé in vitro. Et pour pouvoir finaliser le travail que moi j'avais fait, qui était 2020-2021, on a pris tous les noms de tous les gens qui se sont fait tester à l'IHU, 230 000 personnes. Là-dedans, on en a traité 34 000. On sait qu'ils ont été traités à l'IHU parce qu'ils ont payé leur hospitalisation, ils ont été inscrits. C'est pas le CHU, hein, c'est l'IHU. L'IHU n'est pas une entité autonome, c'est une partie du CHU de Marseille. Donc ces chiffres, c'est les chiffres du CHU de Marseille. On a, pour chacun des malades, on a établi la liste des malades qui avaient été traités. Pour chacun des malades, on a demandé à la pharmacie centrale des hôpitaux du CHU de nous dire ils ont reçu ou pas de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. On les a matchés. Une fois qu'on les a matchés, pour savoir ce qui s'était passé, on s'est adressé à l'INSEE et on a regardé, vous savez que l'INSEE met la liste de tous les morts. Donc on a regardé tous les gens qui étaient morts dans les 3 mois qui suivaient le moment où on avait fait le diagnostic. Et c'est ça, c'est une étude, et pour être comme les journalistes sont capables de tout, les gens disaient non, ils ont caché des morts et machin et tout, et donc tout ça a été vérifié par un huissier de justice, et donc il y a 100% est vérifiable. Ça a été envoyé à 2 banques de données auxquelles, à ma connaissance, le pays ne peut pas toucher parce qu'il y en a un qui est en Chine et l'autre qui est aux États-Unis, et ces chiffres sont là pour toujours. Et ils sont entièrement vérifiés. Et tout le reste, c'est du pipeau. Ils ont tous eu la même dose. Voilà, et on a le taux le plus bas au monde de mortalité de gens qui étaient hospitalisés parce qu'ils étaient oxygénodépendants, c'est-à-dire 7%. Donc, le reste, après, vous savez ce que racontent les uns et les autres, vous savez ce que je m'en fiche. Hein. Bien sûr. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre des choses finalement aussi simples ? Ce qu'il faut, c'est leur donner, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant la plupart de ce temps. C'est pour ça que j'ai vu assez tôt que cette histoire de vaccin qui proposait de l'infection était totalement faux. J'avais chez moi 2 tableaux dans lesquels j'avais tous les gens qui venaient à l'IHU, et je vous ai dit, il en est venu 200 000 pour se faire tester, et je regardais, on leur posait la question, est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous n'êtes pas vacciné ? Et 3 heures après, j'avais le résultat, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif ? Et au bout de 3 heures, je voyais qu'il y avait autant de positifs chez ceux qui étaient vaccinés que chez ceux qui l'étaient pas. Donc moi j'ai su 3 mois après le début du vaccin que ça ne marchait pas. Je l'ai dit, je me rappelle, alors Le Monde poussait des cris, comme menteur spécifique, ceux-là c'est les plus grands. J'ai dit, mais regardez la campagne en Israël, regardez la campagne en Angleterre, ils ont fait une vaccination massive et vous avez le nombre de cas qui n'arrête pas d'augmenter. Et la mortalité qui suit le nombre de cas. Vous ne pouvez pas croire ça. Donc il suffisait de regarder, ils l'ont supprimé parce que c'était financé par Bill Gates. Comme ils ont vraiment cru, je crois qu'ils n'étaient pas tous de mauvaise foi, ils ont vraiment cru qu'on assistait à la fin du monde. Ils ont fait sur le site du John Hopkins un truc qui s'appelle John Hopkins Covid que vous pouvez regarder, qui est intelligent parce que vous avez le nombre d'injections vaccinales, le nombre de cas, le nombre de morts. La maladie est apparue en Corée après la fin de l'épisode vaccinal.
Donc si vous croyez un peu ce que vous voulez, je m'en fous, moi. Si vous voulez croire toutes les bêtises, mais tout le monde a accès pour voir les choses. On peut les voir, les choses. Si vous regardez, vous voulez savoir la mortalité qui s'est déroulée, vous regardez en Europe, vous regardez Euromomo. Vous voyez bien que le problème, on a eu, nous, un énorme problème en France, à Paris d'ailleurs, hein, c'est à Paris que vous avez tué les gens. Hein. Ailleurs, ça ne s'est pas passé. Donc c'est à Paris, parce que on a dit aux gens de ne pas venir se faire soigner, parce que les urgences étaient saturées, parce que le SAMU était saturé, les gens sont morts chez eux. Donc la surmortalité en France, il y a une bulle de surmortalité, c'est la décision du gouvernement au départ de dire restez à la maison, c'est pas la peine d'aller voir un docteur tant que vous n'êtes pas essoufflé, et quand vous étiez essoufflé, c'était le temps de la réanimation qui était complètement saturé. Il fallait les soigner avant, il fallait leur donner de l'oxygène, y compris à les gens. Moi j'ai des amis, quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps, qui était responsable du Covid au Liban, il faisait de l'oxygénothérapie à la maison, comme pour tous les insuffisants respiratoires. Et les gens n'étaient pas hospitalisés en réanimation. Il fallait soigner les gens. Et quant à moi, ce que le gouvernement croit, je m'en fiche. Et je vais vous dire, s'ils croyaient ce qu'ils disent, j'aurais des procès. Je les attends avec une impatience gourmande de voir ça. La justice, on met, voilà... On met les données et on regarde. Et là, il ne s'agit pas de médire, il ne s'agit pas de faire passer ça à la télévision, il ne s'agit pas d'avoir des déclarations ministérielles. Il faut quelqu'un qui soit extérieur à l'histoire avec une vraie enquête. Tout à fait. Les effets secondaires, on a eu la semaine dernière Pfizer, le collectif Verity France avec Marc Doyer, qui a mis en avant que le vaccin de Pfizer pourrait avoir des liens avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont plusieurs patients se disent avoir été victimes. Que pensez-vous de cela ? Je travaille sur la génétique de ce virus, et je travaille parmi les éléments génétiques de ce virus, je travaille sur ce vaccin. Ce qui s'est passé sur ce vaccin, qui est une histoire qui est intéressante, qui dépasse l'épisode anecdotique dont vous parlez, c'est que on ne peut pas, la loi américaine interdisait de faire un vaccin dans ces conditions s'il existait une alternative. C'est-à-dire qu'il faut plus d'1 an pour faire un vaccin et il faut inclure plus d'1 million de personnes pour voir s'il y a des effets secondaires et pour pouvoir tester les différentes tranches de population, les femmes enceintes, les enfants. Tout ça a été entièrement transgressé parce qu'on a dit il va y avoir, c'est l'épidémie la plus épouvantable de tous les temps, parce qu'il n'y a aucun traitement alternatif, ça fait partie de la loi américaine. Donc ça vous explique le conflit qu'il y a autour de l'hydroxychloroquine, ça vous explique le conflit qu'il y a eu autour de l'ivermectine. Quand même, l'ivermectine, la FDA a annoncé que c'était un médicament qui était fait pour les animaux. Là aussi, il faut voir, si vous voulez... Vous posez des questions que moi je ne me pose pas. Si vous voulez, quand on arrive à faire de la médecine chez des malades dont on n'a pas le diagnostic en leur donnant des doses toxiques, et quand on dit qu'un des médicaments qui est le plus prescrit au monde est un médicament qui est fait pour les vaches et les chevaux, officiellement, si vous voulez, c'est que c'est vraiment un manque de malice de ne pas se rendre compte qu'on est en train de vous mentir d'une manière éhontée. Pour pouvoir... Il y a quelque chose qui s'appelle les Good Laboratory Practice, qui disent que pour pouvoir injecter ou utiliser un médicament, il faut en connaître parfaitement la composition et il faut en savoir les dérivés, les produits qui sont issus de cette injection. D'accord ? Pour ce qui concerne les vaccins ARN, les vaccins ARN sont construits avec la séquence de la spike, mais l'ARN est quelque chose qui est très fragile parce que l'organisme doit détruire l'ARN en permanence parce que sinon il s'accumulerait. L'ARN, c'est de l'ARN messager, c'est-à-dire c'est tout ce que on envoie à partir de l'information génétique pour faire des protéines. Et comme c'est très très fragile, eh bien, il a fallu bidouiller, c'est ce qui a valu le prix Nobel récent, l'ARN, en remplaçant la base spécifique de l'ARN, qui s'appelle l'uridine, par une pseudo-uridine,
L'uridine, c'est ce qui est présent dans l'ARN à la place de la thymidine qui est dans l'ADN. L'uridine, la pseudo-iridine, personne ne savait ce qu'elle faisait en réalité. Ça n'avait pas été évalué. La deuxième chose, c'est que ce morceau-là d'ADN qui va être, ce morceau qui va être exprimé par la bactérie, ce morceau-là va être mis dans un plasmide, c'est-à-dire un mini-chromosome qu'on va mettre dans une bactérie qui va cracher l'ARN. Mais théoriquement, une fois qu'on a produit ça, on doit éliminer le plasmide, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire, et on doit éliminer l'ADN qu'il y avait dans le plasmide. D'accord ? Et donc, théoriquement, l'ADN qui a servi à produire ça est un ADN qui a été détruit par des réactions chimiques après que ça a été produit. Et donc, quand Pfizer a vendu ça, il a dit qu'il existe des traces, des quantités absolument infimes d'ADN dans le vaccin. C'est très important pour une raison, c'est que ce vaccin est encapsulé dans une petite bille de lipides et que cette petite bille de lipides va rentrer dans toutes les cellules. Et que l'ADN dans une cellule, de rajouter de l'ADN étranger dans une cellule, c'est très dangereux parce que c'est comme ça qu'on fait les cancers. Parce que c'est très facile d'intégrer de l'ADN dans un génome. Il y a eu un débat sur l'intégration de l'ARN, c'est plus complexe. On peut retransformer dans le corps de l'ARN en ADN et l'intégrer. Il y a eu 2 ou 3 papiers qui ont été publiés là-dessus, mais qui ont fait l'objet de conflits, ce qui fait que la situation n'est pas clarifiée. Mais l'ADN, tout le monde sait que si vous faites rentrer de l'ADN dans une cellule, l'ADN peut rentrer dans le noyau. D'accord ? Et ça, bien entendu, tant que on considérait que c'était mineur, c'est une chose, mais en réalité, et nous, on l'a fait aussi, on a quantifié l'ADN dans les lots vaccinaux et il y en a une quantité considérable. C'est-à-dire que ça n'est pas bien purifié. Il y a même le plasmide entier de la bactérie qui est dedans. Donc ce qu'on a injecté ne correspond pas à ce qu'est la loi, ni américaine, ni française, ni européenne. Il n'y a pas, ce qui a été injecté n'était pas pur, n'était pas de l'ARN pur. La deuxième chose qui vient d'être publiée là, dans Nature, qui est une chose très, 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 très intéressante, dont on verra bien ce que ça donne, mais qui rejoindra peut-être votre question, c'est que les pseudo-uridines qu'on a mis à la place des uridines, qui empêchent de dégrader l'ARN, en réalité, on ne savait pas que quand le ribosome, la machine à transformer l'ARN en peptides, de temps en temps, saute les pseudo-iridines. Il ne les reconnaît pas et il les saute. Et que donc, il y a un certain nombre de protéines qui sont produites par le corps humain quand on lui met de l'ARN vaccinal, qui ne sont pas de la spike, mais qui sont d'autres protéines. Et ce que font ces autres protéines dans le corps, on ne le sait pas. On n'a pas la moindre idée de ce que ça fait. On ne savait même pas que ça existait jusqu'à ce que ce travail ait été fait par les Chinois il y a 1 mois. D'accord ? Et ça, c'est un truc. Et c'est pareil, c'est la deuxième chose qui normalement est interdite au niveau de la FDA, au niveau de la NSM et au niveau de l'Europe. Vous n'avez pas le droit de ne pas étudier les produits qui sont générés par quelque chose que vous injectez par les humains. Si dans ces produits, le lien ensuite, est-ce que on savait que dans la spike, il y avait des zones qui étaient susceptibles structurellement d'avoir des liens avec la substance amyloïde qui, quand elle se cristallise, donne les maladies de Creutzfeldt-Jakob. Ça, c'est une chose. Mais ce que ces molécules-là, qui sont créées de novo et qu'on ne connaît pas, sont capables de faire, personne n'en sait rien. Voilà. Donc on rentre là dans une nouvelle ère qui est, mais en plus, il se crée des protéines inconnues après cette injection, qui n'est pas de la spike. Il se crée des protéines inconnues après injection de ce vaccin. Ça, c'est une vraie question scientifique intéressante. On a reçu il y a quelques semaines un psychiatre suédois qui
évoqué la surmortalité survenue en 2022 dans son pays, qui était complètement incohérente avec la mortalité des 20 dernières années dans son pays. Est-ce que vous continuez à regarder les taux et les statistiques dans les autres pays à ce niveau-là? Est-ce que c'est intéressant pour les gens pour comparer? Oh ben, ils peuvent toujours regarder. Encore une fois, j'ai dit au moins une vingtaine de fois, il y a un site qui s'appelle Euromomo. Bien sûr. Vous pouvez regarder Euromomo. Il s'est passé quelque chose dans la tranche des jeunes fin 2021 et fin 2022, dont pour l'instant, personne ne l'a expliqué. Donc, c'est pourtant pas difficile à expliquer de savoir comment ça se fait. Si vous voulez une autre tricherie, mais que connaît parfaitement Xavier Azalbert, qui est une merveille d'ailleurs. Hein, c'est pour ça que moi je refuse de débattre de travaux qui sont anti-scientifiques. Les Suédois ont publié, ont fait une publication pour dire que ça protégeait contre le Covid. Pas du tout d'ailleurs contre la mort. La vaccination. Donc ils ont dit, regardez, il y a moins de Covid chez les gens vaccinés que pas chez les gens vaccinés. Si on regarde la mortalité, il y a plus de morts chez ceux qui ont été vaccinés. Mais pour ne pas... Pardon, c'est de l'interprétation. Leur étude a enlevé les 28 jours qui suivent la vaccination. Donc ils n'ont commencé la surveillance de la mort qu'après 28 jours. Or, en France, on n'a pas le droit de déclarer un accident lié au vaccin après 28 jours. Et donc, moi je ne veux pas discuter de la validité d'une étude comme celle-là. Ce n'est pas de la médecine, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Nous, on avait trouvé, les Américains ont trouvé la même chose, qu'il y avait une recrudescence des Covid dans les 15 jours qui suivaient l'injection. On pense que c'est des anticorps facilitants parce qu'on connaît très très bien l'histoire de la dengue dans laquelle il y a des anticorps facilitants. Les Américains ont trouvé la même chose à San Diego. Hein. Mais du coup, toutes les études qui ont été faites après 15 jours après l'injection. C'est-à-dire, on n'a pas tenu compte des 15 jours après l'injection dont nous avons montré qu'il y avait une augmentation, comme les Américains. Ça a été publié pour une fois dans le New England, dont les Américains de San Diego ont publié la même chose. Bien sûr. Donc, encore une fois, c'est pas la peine. Moi, j'ai horreur de discuter de lui dit ça, les gens pensent ci, les gens pensent ça, parce que c'est toujours des bêtises. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la science. Comme je suis un empiriste, la seule chose qui m'intéresse, c'est les choses que j'ai pu constater, que j'ai pu analyser, ou que j'ai eu le temps d'analyser. Tout le reste, la vox populi, je m'en fous, comme vous avez pu le comprendre. Pour les profanes, empiriste veut dire que vous voyez directement les données sur le terrain. Vous sortez un nouveau livre aujourd'hui, donc vous l'avez annoncé hier, Les antibiotiques, ni angéliques, ni diaboliques, c'est aux éditions Michel Lafon. Pourquoi ce sujet aujourd'hui ou cette année? Non, c'est un sujet scientifique. Je fais partie des 4 personnes au monde qui sont les plus connues sur les antibiotiques. Donc c'est mon métier. Moi, mon métier, si vous voulez, c'est de faire de la science. 2, ça a été pendant longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, de soigner les malades. 3, c'est une obligation de mon métier d'universitaire de faire part de ce qu'est ma connaissance. Parmi ma connaissance, est-ce que vous savez quel est l'antibiotique le plus prescrit au monde? Pas du tout. Ben, vous ne risquez pas de le savoir, c'est le glyphosate. Le glyphosate est un antibiotique qui est protégé par un brevet par Monsanto depuis 10 ans et qui donc détruit une partie du microbiote de la Terre un peu partout dans le monde parce que c'est un antibiotique très efficace. Le glyphosate qui est bien connu en tant que pesticide pour ce qui est glyphosate. C'est comme herbicide qu'il est utilisé théoriquement. Enfin, il tue très bien les microbes. Hein. D'accord. Et donc, c'est considéré comme antibiotique. Et là, quand vous sortez... Non, mais moi, je considère rien du tout. C'est Monsanto a pris un brevet. Moi, j'ai fait une publication pour montrer l'efficacité antibiotique. C'est un antibiotique. Il n'est pas considéré comme un antibiotique. C'est un antibiotique. On ne peut pas faire de la sémantique permanente. C'est un antibiotique. Ni angélique ni diabolique, c'est pour remettre l'antibiotique au centre des choses, puisqu'on essaie de considérer que les choses sont bonnes ou mauvaises, c'est pour arrêter le discours binaire.
Non, c'est pour rajouter un peu de connaissances dans un monde d'ignorants. D'accord. Alors, vous ne parlez pas de politique, mais le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a été nommé. Est-ce que vous avez des attentes avec le futur ministre de la Santé ou c'est quelque chose dont vous ne vous mêlez pas du tout? Non, je m'en mêle pas du tout. Vous savez, j'en Je suis à comprends tout mon à fait. 6e. J'attends avec gourmandise voir quel 7e pour savoir quelle est la tendance générale de l'évolution des ministères de la Santé, dont je reconnais que ça ne va pas sans laisser quelques surprises quand même. On a eu une secrétaire médicale, on a eu quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de médecine, on a eu... non, là, vraiment, c'est intéressant. Vraiment, on se demande quelle va être la prochaine originalité. Peut-être qu'on va trouver quelque chose de suffisamment original pour que ça intéresse la presse pendant une semaine, mais à part ça, moi, j'attends rien de particulier. Bien sûr. De toute manière, vous savez, l'idée que les gens puissent revenir en arrière sur quelque chose qui a une telle nature et une telle importance n'est pas lucide. Bon, on ne peut pas revenir en arrière quand on est engagé à ce point. C'est pas possible. Vous, avec votre œil d'ancien directeur d'un institut hospitalo-universitaire, de voir autant une succession pareille de ministres de la Santé plusieurs se sont succédés en 2 ans. Quel impact ça peut avoir au niveau des autorités sanitaires en France, selon vous? Oh, je sais pas, je me garderai bien d'avoir. D'accord. On n'a jamais réussi à avoir un tourniquet pareil. Ce qui prouve bien que quand même, il n'y a pas eu de ministre de la Santé qui ait été capable de gérer cette situation d'une façon durable. Je mesure mes mots. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne l'ont pas géré de manière durable. Voilà. Là, c'est factuel. Tout à Et fait. que donc, ça pose le problème de est-ce qu'on est capable de trouver quelqu'un qui ait suffisamment de compétences pour pouvoir gérer ça d'une manière durable. Je redoute que les critères de sélection politique soient plus basés sur l'obéissance. Ce qu'ils appellent la fidélité, c'est l'obéissance, qui ne dure que jusqu'à la trahison, d'ailleurs. Ce qui se termine souvent comme ça. S'ils montent réellement en puissance, ça se termine par la trahison, dans notre histoire, dans beaucoup d'histoires, d'ailleurs. Et donc le Premier ministre finit par trahir le président, ou le ministre finit par trahir le président. C'est ce qu'on a vu depuis quelques années. Mais jusque-là, si vous voulez, ce qu'ils appellent la fidélité ou la loyauté, c'est l'obéissance. Donc si vous ne sélectionnez les gens que pour ce qu'ils soient fidèles, obéissants et d'accord avec vous, la part qui reste à la compétence est très modeste. Et globalement, d'ailleurs, alors ça, c'est mon avis en dehors de la politique, la compétence et la performance ne sont plus des objectifs de ce pays. Les gens se foutent complètement, moi dans mon domaine, dans le domaine scientifique, complètement de la compétence. Ils s'en fichent. Ça n'a pas d'importance parce que eux vivent dans le monde dans lequel tout le monde est interchangeable et que donc le facteur humain est quelque chose qui ne compte plus dans ce pays. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai jamais vu ça. On traite... j'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup de ministères. Dans les ministères, ils venaient féliciter quand quelqu'un avait fait une publication exceptionnelle ou quand quelqu'un avait trouvé quelque chose. Ils félicitaient, maintenant, on leur file des coups de pied aux fesses et on leur dit... Et c'est très en désaccord avec le discours du président qui, au départ, disait « Vous allez voir, je vais faire revenir... les grands scientifiques sont partis à l'étranger, il y en a de plus en plus qui partent, hein, pour dire la vérité, parce qu'on les maltraite, on se fout complètement d'eux, on ne les paye pas plus. Et donc, maintenant, vous savez, pour vous dire que ce n'est pas particulier à la France, aux États-Unis, ils avaient créé un poste très spécial de quelqu'un qui allait superviser toute la science américaine, qui est un type qui est un des plus grands scientifiques américains, un scientifique qui a fait d'énormes travaux sur la génétique, qui s'appelle Eric Lander.
Biden l'avait choisi. Je dis, tiens, ce Biden, là, pour une fois, il a fait un casting, c'est pas mal, hein, parce que lui aussi, il fait du casting. Il faut qu'il y ait un peu de tout, de toutes les couleurs, de tous les genres, de tous les trucs. Mais pour la science, il a pris un type vraiment sur la compétence. Et il a duré moins de 6 mois. Il a duré moins de 6 mois parce que il a commencé à avoir une enquête interne, ce que je comprends parfaitement, parce que leur ministère, c'est le même que le nôtre. C'est des glandouillis qui ont été nommés là parce qu'ils obéissaient. Et quand il a dit, non, mais enfin, je veux les résultats, je veux des dossiers, je veux des trucs, ils ont commencé à faire une enquête interne pour harcèlement moral. Et il a démissionné en disant, non, je le reconnais, je ne suis pas gentil, il ne faut pas le faire, je m'en vais. Éric Lambert, une star absolue. Et si vous voulez, c'est comme ça. Si vous dites, nous, tous les messages qu'on reçoit maintenant dans les universités, c'est pas publié, c'est pas fait de la bonne science, c'est la vie sociale de l'université. Il faut pas embêter les gens, il faut plus les pousser à publier, il faut plus. Donc on est dans un monde dans lequel la performance ou la compétence n'a plus de sens. Le sens, c'est il faut pas que les gens se plaignent. Voilà, c'est ça le sens. Et donc, quand vous dirigez quelque chose et que vous ne pouvez pas avoir dans votre environnement quelqu'un qui se plaigne parce qu'il peut se plaindre maintenant d'une manière anonyme, parce que là, ce qu'on a développé, c'est la délation anonyme dans ce pays. Hein. Maintenant, on peut faire de la délation anonyme en disant « il n'a pas été gentil avec moi » et vous avez une enquête. Ben, quand vous en êtes là, si vous voulez, si vous arrivez à avoir des stars, vous êtes fort. Hein. Tout à fait. Un dernier mot avant de conclure cet entretien. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui ce que vous faites. Alors, vous n'êtes plus directeur de l'Institut hospitalo-universitaire l'IHU de Marseille, mais vous faites toujours de la recherche en plus de vos livres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse le plus, si vous voulez, actuellement, on a fait 3 papiers qui sont publiés, puis un 4e qui est en cours. C'est il y a 2 choses. Il y a d'une part, on a une banque de données, si vous voulez, pour la première fois au monde, on a un nombre de séquences et de génomes des virus qui est absolument extravagante. Ce virus, il y a 60 millions de génomes. Il se trouve que les génomes, je connais bien ça, parce que le premier génome que j'ai fait, ça fait 23 ans que je l'ai fait. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai été le premier au monde à dire, vous savez, il y a des variants à partir de juillet 2020, le ministre ayant dit qu'il n'y avait pas de mutants sur ce virus, même que le professeur Lina, mais c'est pas grave, ils ont dit des bêtises, tout le monde l'a oublié, et il a fallu 3 mois pour que l'OMS se rende compte qu'il y avait des variants. Il a fallu que ce soit les Anglais qui leur disent, mais vous savez, il y a un variant avec le variant Yucca. Moi, j'avais dit ça en juillet, parce qu'on a vu un variant qui est revenu d'Afrique et qui donnait des cas nouveaux, et qui a donné un rebond là-dessus. Donc ça m'intéresse beaucoup, on a des données considérables. On a fait un papier que je pense est une révolution, qui montre que l'idée qui s'était développée il y a un peu moins de 100 ans, mais qui continue à être transférée de génération en génération, que les virus sont des objets et pas des équivalents d'êtres vivants, mais des choses extrêmement variables, eh bien on s'est rendu compte qu'on n'est jamais infecté par un seul virus. On est ce que j'ai appelé le wild bunch, on est infecté par une horde sauvage. Et que les différents virus par lesquels on est infecté peuvent avoir des cibles différentes et peuvent avoir touché des organes différents, ce qui explique une part de la variabilité clinique. Donc on a vraiment analysé la proportion de variants qu'il y avait au cours de chaque génération, parce que notre appareil fait des erreurs. À chaque fois qu'il duplique un virus ARN, il fait des erreurs. Et donc, quand vous recrachez les virus, vous crachez les virus qui sont différents et pas une seule molécule. Et ça, quand vous regardez toute la littérature mondiale, si vous regardez les 60 millions de génomes qui sont publiés, ils vous racontent qu'il y a une séquence. Ce qui n'est pas vrai. Ce qu'ils racontent, c'est ce que moi j'appelle la séquence démocratique, c'est-à-dire la séquence pour laquelle les bases sont les plus communes. Même s'il n'y en a que 60%,
Le reste, on fait comme si ça n'existait pas. Et ça, c'est lié, c'est une des raisons pour lesquelles il y avait un retard phénoménal dans le séquençage des virus, parce que la plupart des virologues pensaient que c'était une molécule unique, d'accord ? Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas du tout compris ce qui se passait, c'est-à-dire pourquoi on aurait des nouveaux variants, pourquoi on échapperait au vaccin qui était ciblé sur la partie la plus variable du virus. Tout ça, c'est des phénomènes de connaissances scientifiques qui sont intéressantes. Ils sont plus intéressantes que, vous voyez, ce que les uns et les autres pensent de ma popularité, dont je me fous. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir clarifié ces éléments et merci d'être venu sur ce plateau, professeur Didier Raoult. C'était un plaisir. Et donc, pour les gens, quand est-ce que sera publié votre livre Il est publié. Les Antibiotiques. Il est déjà publié. Ouais. Ni angélique, ni diabolique, aux éditions Michel Lafon. Alors, attendez, on fait un petit au revoir pour les lecteurs d'abord. Ouais. L'émission n'est pas terminée. C'est le chef qui nous dit quand partir. Vous savez, je n'obéis pas facilement. Vous avez peut-être pu remarquer. On a bien remarqué. Et merci à tous les lecteurs d'avoir suivi cette émission. Et bien sûr, François appartient exclusivement à ses lecteurs. Donc, vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. Merci encore à vous d'avoir été là. À bientôt, professeur Didier Raoult. Et merci à Néa Valeriano qui a réalisé cette émission. Au revoir.